se ferment chez nos principaux partenaires commerciaux. Alors la Chine, c'était déjà le cas. Maintenant, ce sont les États-Unis. Et donc, l'Europe doit trouver d'autres débouchés. C'est évidemment le cas pour un traité de libre-échange qu'on négocie depuis 25 ans et qui devrait enfin être signé en fin de semaine. C'est celui du Mercosur. Sauf que les Français sont contre. Nous sommes en pleine crise de la dermatose, crise agricole, des éleveurs bovins. Et évidemment, ils craignent une invasion de bœuf brésilien ou argentin. Alors, est-ce qu'il faut le signer, cet accord, Ryan Nezar? Est-ce qu'il est bon pour l'Europe et la France? En tout cas, pour ce qui concerne notre pays, en l'état, c'est probablement un mauvais accord. Et d'ailleurs, il y a un consensus politique pour le dire. Ça ne signifie pas que ça ne peut pas devenir un bon accord. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir une position nuancée. Vous nous y avez invité sur le commerce international. Il faut qu'il y ait des règles dans cet accord. On ne peut pas se dire que nous, Français, nous, Européens, on ne commerce pas avec la zone Mercosur. De fait, on commerce déjà. La France exporte 5 à 6 milliards d'euros chaque année dans ces pays, Brésil, Argentine, etc. Et en même temps, on ne peut pas non plus se dire qu'on ouvre les portes sans aucune régulation. Donc, le Parlement européen a voté hier des mesures de protection renforcées pour les agriculteurs. Mais pour l'instant, ce qui est proposé au niveau et européen, c'est ce qu'on appelle des mesures des clauses de sauvegarde. Oui, il faut expliquer ce que c'est. J'essaie de le faire simplement. C'est-à-dire que lorsqu'on constate qu'il y a un dumping commercial, on réagit ex post, c'est-à-dire après le dumping, pour essayer de rétablir la situation. Par des tarifs douaniers. L'analyse du gouvernement français, et je pense que là-dessus il a plutôt raison, est de se dire il faut le faire en amont, c'est-à-dire ne pas attendre qu'il y ait une situation de dumping et mettre en place ce qu'on appelle des clauses miroirs dans ces deux accords, parce qu'en fait il y a deux accords, il y a un accord commercial et un accord de partenariat, et ces clauses miroirs permettront de protéger en toute hypothèse les filières françaises. Bon, si on prend un peu de recul pour terminer, c'est quand même pas, enfin on ne risque pas ni la déferlante, ni le démantèlement des normes européennes en matière sanitaire, environnementale. C'est ce qu'on craignait aussi avec le CETA, l'accord avec le Canada, et ça n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que dans cet accord, il y a des quotas. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends l'exemple de la viande bovine, il y a un quota, je crois, de 1,6%. Donc, ce qu'on importera de la zone Mercosur ne pourra pas représenter plus de 1,6% de la production européenne. Donc, ça restera quand même très, très minoritaire. Il y a ensuite une interdiction qui, pour le coup, vaut pour toutes les importations des OGM, des hormones de croissance, il y a le respect des normes phytosanitaires européennes. Donc tout ça pour dire que c'est pas non plus ce que certains voudraient dans les débats parlementaires d'un côté extrême de l'hémicycle à l'autre, caricaturer comme des accords de libre-échange où on ouvrirait complètement les vannes. C'est pas du tout le cas. Il y a des garde-fous. Il en faut sans doute encore un peu plus. Et cet accord peut devenir un bon accord à cette condition. Donc c'est pour ça, je pense que il est souhaitable que ce ne soit pas signé cette semaine, mais on ne peut pas non plus dire que cet accord... Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter, puisqu'il y a eu des protections supérieures ? C'est clause miroir, c'est-à-dire que les protections, elles ne soient pas ex post, elles soient ex ante. On n'attend pas de constater qu'il y a un dumping. On l'empêche, on le prévient. En amont. Jean-Marc Daniel. Oui, je constate que la victime de ce refus, de ce retard, c'est toujours, encore une fois, le consommateur. Quand M. Donald Trump nous dit j'ai, grâce à mes droits de douane, rapporté 30 milliards à l'Amérique au mois de septembre, alors que Joe l'endormi, comme il le qualifie, son prédécesseur, avait récolté, lui, 80 milliards sur un an. Sauf que les 30 milliards en question, un certain nombre de gens sont en train de lui dire, c'est les Américains qui les ont payés. C'est le consommateur américain qui les paye. Avec comme conséquence que le Parti républicain est au plus bas dans les sondages. Et donc je pense qu'il faut avoir conscience que la soi-disant protection du pays se traduit par la perte de pouvoir d'achat dans une période où on n'arrête pas de dire qu'il faut défendre le pouvoir d'achat. Et sur la classe politique, c'est vrai que la classe politique, il y a eu un vote encore récemment sur la base d'une proposition qui avait été mise en avant par LFI, parce que dans le vote précédent, à l'époque où c'était Michel Barnier, ils avaient voté contre le texte de Michel Barnier, parce que sans comprendre que le texte reprenait leurs arguments. Mais enfin bref, donc là cette fois-ci, LFI met le texte. Il y a une seule personne qui systématiquement défend les accords avec le Mercosur. Un député, qui est une députée en l'occurrence, je crois. Et une députée qui est une députée de la 2e circonscription de la Charente. Où on produit du cognac. Et à Cognac, on exporte 80% des produits que l'on fabrique. Ça a été la seule à voter le texte. Absolument. Et elle explique de façon tout à fait pertinente que les gens de Cognac, à partir du moment où on leur a dit que... Mais surtout dans la guerre commerciale avec les Américains. Voilà, qu'il fallait se répandre à la surface de la planète, qu'il fallait aller chercher
des débouchés à la surface de la planète. Ils se sont adaptés, ils ont calibré leurs produits en fonction de chacun des marchés vers lesquels ils s'orientent. Et donc, je pense qu'ils sont l'exemple de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le monde agricole, s'il veut effectivement maintenir son niveau de vie, maintenir son existence, il faut qu'il réponde aux attentes du consommateur, non seulement du consommateur national, mais du consommateur international. D'autant plus notre balance agricole, commerciale est en chute libre. D'ailleurs, vous avez remarqué que donc il y a la Charente, mais la Bretagne est en train de s'indigner aussi, parce que les Chinois viennent de dire... Pour le porc, on va arrêter. Et donc les Danois, qui sont présidents de l'Union européenne en ce moment, ont de nouveau hurlé en disant, parce qu'eux aussi sont des exportateurs de porc, mais les agriculteurs bretons disent, écoutez, il faut peut-être se calmer sur le protectionnisme. Là, c'est nous qui allons en subir les conséquences. Olivier Lancy. Oui, je pense que c'est... Mercosur, bon ou mauvais accord sur cet accord, mais comme sur d'autres, je parlais plutôt de la même cause, mêmes effets entre l'agriculture, l'agroalimentaire et l'industrie. À partir du moment où on n'a pas ce type de clause miroir, je pense qu'aujourd'hui, en tous les cas, dans les conditions du monde et du commerce international et des rapports de force géopolitiques, on ne prend pas la direction qui s'impose à nous, tout simplement. Encore une fois, on a des modèles qui sont différents. On a des exigences qui sont différentes. Oui. Quand on avait l'espoir que tout cela converge, on pouvait dire les différences de normes de production, c'est temporaire, dans 15 ans ça va disparaître, et donc on est prêt quelque part à payer le fait qu'il y a une transition à faire aussi vers nos valeurs, nos modèles dans d'autres parts du monde. Maintenant, le constat qu'on doit faire, c'est que cette convergence ne se fera pas. Ce paradigme est mort. Ce paradigme est mort. Regardez, par exemple, vis-à-vis des États-Unis, la différence du prix de l'énergie, qui est liée aussi à nos politiques environnementales. Oui. Eh ben, c'est pas le chemin que prend aujourd'hui l'Amérique, et je ne sais pas si un futur potentiel départ de Trump changera quoi que ce soit. Je ne le pense pas. Donc, on est sur des mondes qui divergent, et à partir de là, comme le dit très bien le président de la CPME, quand même, on préfère consommer en France ou en Europe des produits qui respectent nos normes que des produits qui ne les respectent pas. Tout simplement, ça fait partie de nos valeurs et il faut arriver à incorporer ça dans nos accords internationaux. Ça va prendre du temps, c'est certain. Et une dernière chose que je voudrais rajouter, c'est là-dessus, je ne connais pas l'équation en termes de répartition du pouvoir d'achat. C'est toujours le même commentaire que l'on a par rapport à ça. Oui, imposer des contraintes au commerce extérieur fait augmenter globalement les prix est un point de limitation du pouvoir d'achat, mais notre modèle social et environnemental a un coût. Qu'en tant qu'on continuera à faire croire aux consommateurs qu'on peut faire de la conquête environnementale en achetant le produit au moindre prix, on lui fait un immense mensonge entre le consommateur et le citoyen. Le mot de la fin, Ryan Ezra. C'est pareil dans le domaine du textile, où on nous a expliqué pendant quelques années que le modèle à suivre, c'était d'importer des produits à très bas coût, qui étaient produits dans des conditions sociales, sanitaires et environnementales qui sont absolument pas conformes à nos principes et à nos normes. Et en réalité, on a vu que c'est pas ça qui avait généré l'effondrement de la filière textile en France, qui date d'avant. Mais en tout cas, ça l'avait accéléré. Mais peut-être pour finir sur la question du pouvoir d'achat, il y a d'autres manières de soutenir le pouvoir d'achat. Il y a le fait de changer de modèle économique et social, arrêter de faire payer tout le temps les actifs, financer la protection sociale, et essayer d'élargir un petit peu ce qui permet de financer nos retraites, notre santé. Ça permettra de baisser les charges des salariés français. Oui, mais ça baissera le pouvoir d'achat des retraités et des médecins. Mais qui épargne, Jean-Marc. Oui, mais tout est question de choix de société. On est quand même aujourd'hui dans une société, dans un modèle économique et social. Le pouvoir d'achat, c'est importer des biens de Chine. On laisse finir Ryan. Non, mais en une phrase, on est dans un modèle de société, un modèle économique et social qui choisit au fond de sacrifier sa jeunesse, de sacrifier ses actifs, ses forces vives économiques, et de le faire sur l'autel d'un pouvoir d'achat importé de Chine pour le textile, d'autres zones pour les produits agroalimentaires, et qui n'est pas un système soutenable et qui n'est pas tenable. Et donc il faut changer si on veut que la prochaine génération défendre les mêmes principes et les mêmes valeurs. Il faut changer. Jean-Marc, on a fini. Travailler davantage. Merci Jean-Marc, Daniel, merci. De travail. Olivier Lancy, merci.